Bonjour, nous sommes le mercredi 30 mars 2022 avec une météo qui semble chargée au niveau du ciel. Bon, c'est des nuages blancs, il n'y a pas trop voilà, de crainte à avoir, mais c'est vrai que ces temps-ci, nous avons eu quand même très peu des fines pluies hier, toutes des fines pluies, je veux dire, quelques gouttes, on va dire quelques gouttes, rien de plus. C'était même pas mouillé. C'est pour vous dire que depuis 20 jours, on connaît quand même une certaine forme euh, de sécheresse, puisque ça fait plus de 20 jours qu'il ne pleut pas. Et le ciel était azuré, mais les températures étaient légèrement froides. euh, et que maintenant, bon, les températures se rehaussent, mais malgré tout, bon, on n'a connu qu'un ciel azuré depuis 25, presque un mois, on va dire presque un mois. Voilà, le ciel azuré, maintenant il est changeant, ouais, ça fait déjà 2 jours qu'il est changeant. Le ciel est, bon, il se charge petit à petit en nuages. On ne sait pas ce qui va se passer. Bon, en tout cas, il n'a pas plu hier. Et le ciel était plus ou moins comme celui-ci hier. On va dire une certaine forme euh, de brouillard au loin, nuageux, au loin, au très loin même, je dirais. On ne voyait pas à 10-15 km de. Voilà, tout ce qui se passe à 10-15 km, on ne voyait pas parce que au loin, c'était, on va dire, nuageux. Ici, je vais vous présenter une vidéo qui va concerner quelque chose qui n'est pas très palpable, qu'on appelle le champ électrique. Le champ électrique, a, il a fallu des siècles pour comprendre ce qu'était le champ électrique. Alors, à partir du frottement euh, avec de l'ambre jaune, qui est une résine fossilisée, de l'ambre jaune qu'on utilise comme voilà, parure, enfin on utilisait ça comme parure auparavant, des bijoux, voilà, de l'ambre jaune. On y retrouvait même des moustiques parfois dans certains ambres jaunes. Et dans l'ambre jaune, il y a différents types d'ambre, hein, voilà, je peux vous le dire. Bon, dans l'ambre jaune, quand on le frottait, ben, il y avait des charges qui apparaissaient. Et donc, les premiers Grecs, 600 ans, j'ai bien dit 600 ans avant Jésus-Christ, ben, on avait constaté, enfin, nos ancêtres avaient constaté ça. Les Grecs avaient constaté que quand on frottait euh, de l'ambre jaune avec de la peau de chat, ben, on avait du chargement, enfin, on avait tout simplement la possibilité d'attirer des petites poussières légères ou des petits corps légers. Bon, eh ben, ils ne comprenaient pas ce que c'était, hein. Ils voyaient le phénomène, ils observaient le phénomène, mais ils ne comprenaient pas. À 600 ans avant Jésus-Christ, bon, c'est comme les équerres, on les voyait, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Ici, c'est un peu pareil. Même les hommes préhistoriques ont vu des éclairs, hein. Bon, il y a eu même des incendies dus à ces éclairs. Ils connaissaient la neige et tout ce qui s'ensuit, la météo. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Ils observaient, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Bon, mais pour ça, il a fallu comprendre la matière. Alors, de 600 ans avant Jésus-Christ, c'est le XVIIe siècle, bien sûr, et au-delà, 18, 19 et 20e siècle, qui vont apporter leur lot de connaissances et de savoir et de compréhension sur les phénomènes euh, de l'électricité. Et bien sûr, en particulier de l'électrostatique. Bien sûr, de l'électromagnétisme en général. Hein, l'électromagnétisme en général. Ben, tout ça s'est fait, s'est enchaîné, on va dire, à partir euh, du 17e. Puis 18e, 19e, etc., etc. Ils ont commencé à comprendre beaucoup de choses, au point de fabriquer pas mal d'outils pour les laboratoires, pas mal d'outils pour qui ont servi bien sûr, des outils en électrostatique qui ont servi. Hein. Alors, euh, quelles étaient ces machines? Mais, bah, ces machines, c'était les machines électrostatiques, l'électroscope, la machine de Van de Graaff, etc., etc. La machine de Wimshurst, bon, et j'en passe. Hein. Alors là, vous avez l'électroscope. L'électroscope permet de révéler des charges et de dire, bien sûr, c'est sur un, comment on appelle ça, euh, sur un objet chargé. Quand un objet est chargé, ben, on peut révéler qu'il est chargé et dire quel type de charge il a.
Alors, le chargement peut se faire par frottement, par contact ou par influence, mutualisé par influence. Donc on a inventé pas mal de machines durant ce siècle 17, 18, 19e siècle, dont notamment la machine de Wim Schurz, comme je vous ai dit ici. L'électroscope, bien sûr, le condensateur, à partir des bouteilles de Leyde. Enfin bref, pas mal de choses. Ici, ça c'est l'électroscope. Bon, ça c'est l'électroscope. Hein. Vous voyez ici l'électroscope. Début du deuxième moitié du 19e. L'électroscope à boule de moelle de sureau est composé d'une cloche en verre isolante montée sur un fond circulaire en laiton et surmontée par un capuchon conducteur en laiton. À l'intérieur de la cloche, deux boules de moelle de sureau sont suspendues par deux fils en soie et une bande d'aluminium est fixée sur la paroi de la cloche. Le haut de la cloche est recouvert d'une peinture rouge. L'électroscope à boule de moelle de sureau permet de mettre en évidence la charge électrique d'un corps lorsqu'on approche par exemple une baguette électrisée sur le haut de l'électroscope. Les boules de moelle de sureau s'écartent car elles sont électrisées sous l'influence de la baguette. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est l'électroscope, c'est ceci. Et ça, vous voyez qu'il y a un écartement des boules de sureau dans le bas. Alors ici, vous voyez, induction, c'est par influence. Et puis là-bas, on a un contact. Voilà. Électroscope, là, on a l'électroscope déchargé. On fait bon, un chargement des boules de sureau par influence, ce qu'on appelle induction, hein. Induction électrostatique, bien sûr. Voilà. Puis on fait un contact, et voilà, on a l'électroscope qui est chargé. Bon, en gros, c'est ça. Je ne vais pas expliquer l'électroscope, je le ferai une autre fois. Bon, c'est pour vous dire que ça, c'est l'électroscope, ça permet de révéler des charges électriques et de dire quel type de charge on a. Et ça, je verrai ça dans une autre vidéo. L'électroscope, je le ferai en aparté. Alors, il y a eu aussi la batterie, la pile de volta, l'accumulateur au plomb de planté, voilà, la machine de Wim Schurz, etc. Il y a eu pas mal de choses. Voilà, générateur de Van de Graaff, générateur électrostatique de Kelvin, les machines électrostatiques, et voilà. Et tout ça, ça a donné pas mal de choses. Hein. Après, on a eu le moteur, mais le moteur, c'est plutôt une composante électromagnétique. Le moteur, l'alternateur, bien sûr, et grâce et au transformateur. Tout ça, bon, tout ça a donné, je veux dire, tout ce qui pouvait servir l'électricité. Donc, le champ électrique, au départ, on ne savait pas ce que c'était. On observait, mais on ne sait pas ce que c'était. Alors, longtemps par après, on a compris qu'il y avait des charges électriques. Alors, les charges électriques sont de deux types. Alors, toute matière possède des électrons. Hein, parce que toute matière possède des atomes, que ce soit les liquides, les gaz ou les solides, liquides, gaz ou solides. Ben, on a des électrons qui gravitent autour du noyau. Et ces électrons sont chargés négativement. Donc on comprend que l'électricité va être une circulation de charge électrique dans un conducteur. Ici c'est un isolant, ben, il va rester en surface. Les charges vont rester en surface. Pour autant qu'on le charge bien sûr. Hein. Si vous chargez un isolant, ben, s'il reste en surface, vous allez avoir des charges électriques. Donc il faut l'électriser par frottement ou par induction, ce qu'on appelle mutualisation, ou voire on appelle ça aussi mutualisation, induction et influence, c'est trois mêmes mots. C'est la même, voilà, c'est la même façon d'induire des charges électriques. Donc il y a le frottement, il y a l'induction et il y a par contact. Alors on ramène des charges comme ça.
sur un isolant, bien sûr. Parce que bon, sur un conducteur, le courant il passe. Si le circuit est fermé, les charges circulent, ce sont les électrons, et ils circulent, et il va aller à un retour à la Terre. Maintenant, si on a un électrolyte, là, à ce moment-là, on a des ions. La mobilité est très faible dans l'électrolyte. Si vous mettez deux électrodes et un circuit fermé, bien sûr, vous avez créé soit une pile, ou voire, ça dépend si le phénomène est réversible, vous pouvez créer ce qu'on appelle aussi un, une, électro- une électrolyse. Voilà. Phénomène inverse réversible de la pile, c'est l'électrolyse. Donc vous mettez une pile de plus forte tension par rapport à, à votre solution électrolysée. Si vous mettez une tension beaucoup plus élevée, vous avez ce qu'on appelle un phénomène réversible. Et là, la solution électrolysée devient le phénomène est une électrolyse. Alors que bon, si vous mettez tout seul le, avec un circuit fermé, bien sûr, sur une résistance, vous mettez une solution électrolysée, vous allez obtenir bien sûr un circuit électrique avec la solution électrolysée qui joue le rôle de pile. Mais pour ça, il faut deux électrodes différentes. Pourquoi? Parce que ce sont des réactions d'oxydoréduction, et si vous avez des potentiels identiques, vous avez une différence de potentiel nulle. Donc il faut deux plaquettes ou deux électrodes différentes. Alors les électrons vont circuler où? Ben, elles vont être créées à partir de l'échange des plaquettes avec les ions qui ont une très faible mobilité. Alors on aura un échange d'électrons entre ions et plaquettes électroniques, et on aura une circulation de courant qui va faire en sorte que le courant, bien sûr, lui circule à la vitesse de la lumière, hein, dans les éléments métalliques. Voilà, donc on a la présence de charges électriques positives et négatives. On a deux types d'électricité, positive et négative. Par exemple, dans l'électron est une charge négative. Le proton, l'électron gravite autour du noyau, et dans le noyau, on a le proton qui est une charge positive, et bien sûr, on a la charge nulle qui n'est ni positive ni négative, par exemple le neutron. Donc on a la présence de charge électrique. Bon, on peut avoir une présence de charge électrique dans un conducteur ou dans un isolant, et que ceci va induire par l'entremise d'interactions entre charges, donc il faut au minimum deux charges, on peut avoir plusieurs charges, on peut avoir des forces électriques. Alors elles peuvent s'annihiler si vous disposez les charges électriques d'une certaine façon à équilibrer le système. Si vous avez somme des forces égale 0, c'est normal qu'on n'a plus de force. Hein. Mais en tout cas, on aura des forces électriques, qu'on appelle des forces électrostatiques, qui vont apparaître. Alors ces forces électrostatiques vont induire bien sûr la présence de forces électrostatiques, et la présence de charges électriques vont induire ce qu'on appelle un champ électrique. Champ électrique. Alors, c'est un vecteur, je vous le dis tout de suite, qui s'appelle E. Donc, vous voyez quelles sont les variables qu'on va avoir en possession. Bon, on doit avoir de la matière. Cette matière va induire des charges électriques. Quand je dis matière, il y a une forme géométrique là-dessus. Hein. C'est une matière dans l'espace. Donc, une forme géométrique dans l'espace. Et donc, qui va induire par frottement. Si on fait des frottements, bien sûr, sur un isolant, on aura la présence de charges électriques. Ces charges électriques, si j'en mets plusieurs en leur présence, on aura une force électrostatique, et donc fatalement, force électrostatique en présence d'une charge électrique, on aura un champ électrique. Ce champ électrique va induire un potentiel électrique, et ce potentiel électrique, si vous avez une différence de potentiel, ben vous pouvez créer un courant électrique. Et là, la boucle est bouclée, vous avez créé un courant de type électrique, et avec ça, vous pouvez alimenter ce que vous voulez. Alimenter des circuits actifs ou passifs, peu importe, etc. Bon, que le signal soit continu, alternatif ou autre, on s'en fout. On peut créer tout ce qu'on veut comme signal. Eh bien, vous avez créé un courant électrique qui peut passer sur des résistances, sur des selfs, sur des condensateurs, sur des semi-conducteurs tels que transistors, diodes, thyristors, diac, triac, etc.
Bien sûr, on a le générateur qui est lui-même, je veux dire, voilà, un générateur de potentiel électrique. Et donc, il va fournir un courant si vous fermez le circuit sur, par exemple, une résistance. Donc là, on a tout ceci au XVIIe siècle. À partir du XVIIe siècle, voilà, on a toutes les théories qui interviennent, notamment les théories de l'électromagnétisme. Alors, il y a une équation de l'équation voilà, de l'électromagnétisme qui est toute faite, qui a été établie par Maxwell. Voilà, et voilà, on en ressort pas mal de choses. Pas mal voilà, on peut tirer pas mal de choses de cette équation. Donc vous voyez que à partir de charge électrique, présence de charge électrique, j'ai bien dit plusieurs charges électriques, hein, minimum 2. Parce qu'avec un, vous n'allez pas révéler un champ électrique. Hein. Pour révéler un champ électrique, il faut minimum 2 charges, ou plusieurs charges. Voilà, mais pas de. D'ailleurs, je vais le voir ici dans cette vidéo pour expliquer le champ électrique. Alors si vous savez ce que c'est qu'un champ, une charge électrique, elle peut être soit positive, soit négative. Elle peut être créée par frottement, par exemple. Par exemple, l'électricité positive peut être créée à partir d'un bâton de verre. Alors si je prends un bâton de verre, c'est un isolant, hein. Du verre c'est isolant. Donc voilà, vous le frottez. On va le frotter, par exemple, on va le frotter avec de la laine, ou on peut frotter aussi avec de la peau de chat. Alors dès le moment où vous faites cette action, vous frottez, vous allez faire l'apparition de charge. Alors là on aura de l'électricité, le bâton de verre avec le bâton de verre avec de la laine de chat va donner des charges positives sur le pourtour du bâton de verre. Voilà, ça veut dire que le bâton de verre a été ce qu'on appelle électrisé. On a électrisé la matière en tout simplement en la frottant. Alors si j'avais pris, donc ici on a un type d'électricité qui est positif. Bon, j'aurais pu prendre, par exemple, un bâton d'ébonite. Si je prends un bâton d'ébonite, je vais le faire tout de suite, je m'excuse. Voilà, par exemple, voilà, je vais considérer que ceci est un bâton d'ébonite. L'ébonite est un isolant. Hein. Alors ça ressemble à de la bakélite. Et là, si on le frotte, ici le verre, on peut le frotter avec du drap. Je peux frotter le verre avec du drap. Celui-ci, je peux frotter avec du drap, par exemple. Et celui-ci, je vais le frotter justement avec de la laine ou la peau de chat. On frotte avec ça. Alors, dès le moment où vous commencez à frotter, vous allez avoir l'apparition d'électricité négative sur l'isolant. Donc, dès le moment où vous frottez, vous allez avoir apparition de moins. Tout autour, bien sûr, de l'isolant.
Voilà. Et ça, cette action-là, les deux actions sont quand on a frotté avec l'un avec du drap et l'autre avec de la laine ou de la peau de chat. Voilà, donc on sait à partir des isolants créer des charges électriques. Donc les charges électriques sont de deux types, soit positifs, soit négatifs. Maintenant, je vais m'intéresser donc aux forces électrostatiques. Avant de m'intéresser au champ électrique, il faut parler, bien sûr, de charge électrique et de force électrostatique avant de parler de champ électrique. Parce que le concept ici, c'est de comprendre quelque chose qui est très difficile à comprendre parce que c'est abstrait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Enfin, on peut le mettre en évidence maintenant, mais il a fallu du matériel pour le voir en évidence, hein, pour voir les lignes de champ et comprendre qu'il y a bien un vecteur champ électrique. Vous aurez compris qu'il faut du matériel. Hein. Sans matériel, vous ne savez pas percevoir ça. Maintenant, on peut le percevoir. On peut le voir de manière plus concrète que nos ancêtres. Donc la force électrostatique, c'est un vecteur. Hein. Tout comme le champ est un vecteur, alors que la charge est un scalaire. Voilà, le potentiel électrique est un scalaire et le courant est aussi un scalaire. Bon, alors comment établir la chose? Alors d'abord, il faut voir ce que c'est le concept de force électrostatique. Le concept de force électrostatique est lié aux charges. Donc pour avoir une force, il faut deux charges, minimum. Bon, une ça ne suffit pas. Donc ici, on va prendre un bâton. Voilà, un bâton. Je prends un bâton, soit plus, soit moins. Ça, c'est pas un problème. Allez, supposons que je prends un bâton plus. Allez, je prends ce bâton-là, un bâton de verre. Bon, donc il est chargé positivement. On a de l'électricité positive. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, pour l'instant, rien, il n'y a pas de force électrostatique. Hein. Voilà, il n'y a pas de force électrostatique. Donc ça, c'est fort important de comprendre qu'il n'y a pas de force électrostatique ici. Alors pour avoir une force électrostatique, vous devez mettre une autre charge. Bon, ici, je vais mettre une charge ponctuelle, Q. Alors là, on a une charge grand Q, bien sûr, et on a une charge ponctuelle. Alors la charge ici, je vais faire comme si c'était ceci, voilà. Alors là, on va réunir les deux points. Alors je vais replacer le point, la charge ponctuelle, considérée comme un point, je vais le mettre ici. Ça, c'est la charge ponctuelle, c'est Q. Et la grande charge, c'est grand Q. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une interaction entre les deux charges. Et donc, on aura l'apparition de force. Alors, la force sera soit attractive, soit répulsive, soit nulle. Si la somme de force vaut 0, elle sera nulle. Bon, mais ici, on n'a pas somme de force égale 0. Hein. On aura, si je considère, tout dépend de la considération ici, la charge elle est plus, hein, parce que bon, j'ai pris du plus, j'ai pris un bâton de verre chargé, préalablement chargé, j'aurais pu prendre de l'ébonite préalablement chargé, à ce moment j'aurais eu du moins. Là, ici, je vais mettre un vecteur force. Oui, le vecteur force, ça dépend de la charge. Alors, je vais considérer que la charge ici est positive. Donc, on a une répulsion. On a une répulsion. Voilà. Donc, on a une répulsion comme ceci. Et ça, c'est la force électrostatique. Bon, on a l'action égale la réaction. Comme on a une répulsion, plus, c'est une force répulsive. On va retrouver cette force. Bon, je vais reculer un tout petit peu ceci. L'action égale la réaction. L'action égale la réaction.
je vais reprendre cette force. Et je vais la mettre ici au centre de gravité. Je vais la reprendre un peu plus petite. En gros, elle fait ceci. Voilà. Bon, bien sûr, le sens, il est dans l'autre sens. Donc, ce sont deux forces opposées. C'est juste ça, c'est pour ça que je mets ça ici. Donc, elle s'applique ici au centre de gravité, là. Et là, on a une force Fe' qui est l'opposé de Fe. Donc, pourquoi a-t-on une force électrique? C'est tout simplement parce qu'en fait, il y a une interaction entre les deux charges. S'il n'y a qu'une seule charge, il n'y a pas d'interaction électrique. Donc, je vous le rappelle, hein, ça va être fondamental pour les explications du champ électrique. Le champ électrique, si vous n'avez pas de champ électrique, vous n'aurez pas d'interaction. Pour révéler le champ électrique, il faut de minimum de charge. C'est ça que je vais expliquer. Alors pour ça, je vais isoler un système. Bien sûr, je vais mettre un repère, hein, parce que bon, c'est des notions qui sont liées au vecteur, donc je suis obligé de mettre un repère. Et pour le champ électrique, c'est même pire, parce que c'est une notion ponctuelle. C'est une notion ponctuelle. C'est une notion, on va dire, locale. Une action locale en un point. C'est une action locale. Donc là, à ce moment-là, c'est normal que le repère, il est fondamental. Mais de toute façon, ici, on a des vecteurs, donc je suis obligé de mettre un repère. Alors ici, bon, un repère linéaire suffit. Donc je vais mettre un repère comme ceci. Bon, je vais mettre l'origine, par exemple, ici. Bon, je pourrais mettre le repère ici. Hein. Je peux mettre un repère ici. Je vais mettre ici le point O. Ici, je vais mettre le point M. Voilà, là, je mets un repère de base. Bon, je mets un vecteur U, comme ceci. Un vecteur de base U. Bon, alors, le point O, il est là. C'est pour ne pas encombrer le dessin, je le mets en aparté, je le sépare. Pour ne pas encombrer le dessin. Voilà, si vous voulez le savoir, il est sur, voilà, il est sur O. Alors maintenant, je vais isoler mon système. Et mon système, c'est ceci. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est la force ici, Fe. Donc, c'est la force qui agit sur la charge ponctuelle petit q, créée par Q. Voilà, Q, en fait, c'est une interaction de deux charges. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y aura pas de force, il n'y a pas d'interaction de charge. Donc il faut ici minimum de charge. Et ici, c'est ce qu'on a la condition pour avoir la création d'une force, parce qu'on a minimum de charge. Donc la force est due à la répulsivité de Q, de la charge grand Q sur petit q. Alors, ce que l'on en sait, si l'on en fait une expérience de ça, je vais faire une expérience, eh bien, cette force Fe, on remarquera qu'elle est proportionnelle à grand Q. Bon, on peut échanger plusieurs fois les forces. Hein. Vous allez voir comment ça a été fait. C'est Coulomb qui a fait ça. C'est Monsieur Coulomb. Vous allez voir comment est-ce qu'il a fait ça avec une balance de Coulomb. Comment il a fait ça. Mais je vous l'explique en gros et puis après je vais vous montrer l'expérience de Coulomb. C'est grand Q fois petit q sur la distance qui sépare les deux charges. Alors ici, je vais dire que la distance qui sépare les deux charges, c'est la distance R. Mais il y a un problème à ça. Hein. D'où, vous allez voir pourquoi on va créer la notion de champ électrique. Parce qu'on ne sait jamais où ce que est cette grande charge grand Q. Hein. Bon, cette notion de distance est un petit peu embêtante. Hein. C'est bien dans un sens, mais dans un autre sens, ça veut dire qu'il faudrait déterminer cette notion de distance. Chose que dans le champ électrique, on va bannir. Vous allez bannir cette notion de distance et donc vous n'aurez plus un effet à distance, mais un effet local. On regardera que la charge petit q. Vous allez voir après. Bien qu'il y ait une charge grand Q, bien sûr. Hein. La charge grand Q doit être obligée d'être là. Mais simplement, on va isoler le système, comme je l'ai fait ici.
Comme je l'ai fait ici, je vais isoler le système pour avoir une action locale. Bon, pour l'instant, c'est vrai que le système, c'est pas ça, hein, pour l'instant. Pour l'instant, j'étudie le système. Je ferai une séparation après. La séparation, je la ferai après. Je vais d'abord, le système, je vais le changer après. Je vais maintenir comme système ceci. Voilà, on va pas aller trop vite en besogne. Voilà mon système. Voilà. Et donc, si ça c'est mon système, bon, je peux dire que la force créée au point M voudra, ou au point O, hein, bon, vous savez bien avec Fe' égale Fe, donc c'est pas un problème. C'est Q fois, elle est dépendante de grand Q, petit q, de la distance séparant les deux charges, et bien sûr, on va dire, de facteurs géométriques du barreau. Donc c'est la géométrie du support. Elle va dépendre de la géométrie du support. Donc je mettrai K. Ça dépend de la géométrie du support. Mais géométrie du support, bon, ça dépend comment il est le support. S'il est rectangulaire, je ne sais pas quelle forme qu'il a. Ce barreau, vous prenez quel qu'il soit le barreau, mais en tout cas, il est dépendant d'une forme géométrique du barreau. Bon, alors maintenant, pour faciliter la tâche, bon, cette notion de distance, on sait bien que c'est inversement proportionnel à la distance, mais la distance, c'est un facteur géométrique. Hein. C'est un facteur géométrique. Bon. Ce qui veut dire qu'on aura des éléments dépendants de facteurs géométriques, qui est distance et forme géométrique du support que l'on a, qui va créer la charge grand Q, fois les charges grand Q et petit q. Voilà. Bien sûr, il manque quelque chose. Ben, pour avoir un vecteur, il faut mettre le vecteur de base. Alors maintenant, je vais multiplier ce facteur géométrique par U et rassembler tout sous un vecteur. Grand K fois Q fois le vecteur K. Voilà. K fois U, tout ce qui est vecteur géométrique, je l'interprète comme étant un vecteur. Donc ce qui veut dire que je vais écrire que Fe, la force électrostatique, ici elle est répulsive, mais j'aurais pu la faire attractive, c'est pas un problème, en prenant tout simplement un barreau, un bâton démonite, hein. Et de l'autre côté, une charge soit plus ou soit moins. Donc si vous mettez moins moins, vous aurez eu répulsion, moins plus attraction, plus moins attraction et plus plus répulsion. Ici moi j'ai pris un cas de figure qui était plus plus. C'est mon choix, hein. C'est pour les explications, j'ai pris plus plus. Voilà, j'ai pris charge positive, pourquoi pas. Charge ponctuelle positive et un barreau électrisé positif. À partir de là, cette équation-là, qui va se révéler par l'expérience, bien sûr, c'est l'expérience qui va révéler ceci, que la force électrostatique est proportionnelle, et K, ce sont que des facteurs géométriques, distance et forme des barreaux, etc. Support géométrique du barreau, ou du bâton, plutôt du bâton ici. Parce que les barreaux, c'est plutôt les barreaux, on parle de barreaux aimantés, mais ici on parle plutôt de bateaux électrisés, des bâtons électrisés. Alors, fois grand Q et petit q. Alors maintenant, je vais changer le système. Je vais changer le système. Et je vais considérer que le système, cette fois-ci, le système, il est ici. Voilà. Donc, je vais séparer, voilà, isoler mon système sur la charge petit q. Sur la charge petit q. Alors, avant, le système, il prenait globalement grand Q et petit q. Maintenant, mon système n'inclut plus que petit q. C'est-à-dire que je vais, on va dire, éclater le problème en deux. Enfin, je vais faire une dichotomie du problème. Alors, pour voir cette dichotomie au niveau de l'équation, ça c'est simple. Comme j'ai isolé petit q, ceci c'est les facteurs géométriques. Hein, et, alors,
pour faire en sorte de ne plus tenir compte de ces facteurs géométriques, je vais tout simplement m'intéresser à la force électrostatique divisée par la charge petit q. Et ça, ce sera égal à grand K fois Q. Et ça, c'est un vecteur. Et bien ça, c'est par définition, c'est la définition du champ électrostatique. Voilà. Donc ce qui veut dire que la force électrostatique est égale à E fois Q. E fois Q. Maintenant, on va discuter de ça. Quels sont les bienfaits, je veux dire, d'avoir isolé le système et d'avoir créé un vecteur champ électrostatique? Bien, tout simplement, en faisant ça, il va avoir des avantages. D'innombrables avantages, notamment dans les calculs. Dans les calculs, voilà. Dans les calculs et bien sûr dans l'interprétation voilà, de champs constants. De champs constants. Alors, un des premiers avantages, c'est quoi? Ben, comme j'ai isolé le problème est isolé, ben, on ne tient plus de cette notion de distance. Donc, comme je vous ai dit, on n'a plus à faire un problème. On n'est plus obligé de savoir quelle est la distance qui sépare les charges, parce qu'on les connaît. Cette distance-là, on ne la connaît pas toujours. Hein. C'est un gros problème, ça, cette distance-là. Donc, rechercher une distance, c'est une difficulté. Hein. Faut mesurer la charge où elle est, on ne sait pas toujours où elle est. Donc on a, pour éviter ce problème d'action à distance, on va créer une action locale. Cette action locale va être tout simplement la charge petit q qui est située en M. Donc on a un point M. Donc d'où l'intérêt un double intérêt d'avoir un repère. Puisque ce point M est situé en un endroit repéré dans un repère. Donc autant on a besoin d'un repère pour les vecteurs, mais autant on a besoin d'un repère pour repérer le point M dans les champs électrostatiques. Donc ici on a une action qui n'est plus, on va dire, à distance, puisqu'on sépare le problème, on s'en fout maintenant de la distance, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle vaut. Ça nous, on va dire, ça nous évite la difficulté soulevée par les actions à distance. Donc là, la distance, on s'en fout cette fois-ci. Voilà, on n'en tient pas compte. Tout ce qui va nous concerner, c'est une action locale au point M. On ne se soucie plus de la distance R. Et en plus de ça, on ne se soucie plus de la géométrie, voilà, du support ou quoi ou qu'est-ce, tout ce qui dépend de la géométrie du support. Donc, de cette manière-là, on crée ce vecteur-là, et ça, c'est une action qui n'est plus, c'est une action ici qui est locale. Action locale, localisée en un point donné, M. Donc, ce vecteur, il dépend plus que de ça et de ça, c'est-à-dire de facteurs géométriques, bien sûr, de la distance, et de la charge au point grand Q. Mais on a isolé le problème, donc maintenant on peut avoir une action locale, et donc le champ électrique caractérise aussi bien les deux charges, hein, la charge grand Q que la charge petit q, mais on n'en voit que sa partie parcellaire qui est petit q, parce qu'on isole le problème. Bon, maintenant, dit autrement,
Dit autrement, je peux dire ceci. Bon, avant toute chose, je vais vous montrer, avant la machine de Wimshurst. Je vais vous montrer la machine de Wimshurst ici. Donc c'est une machine électrostatique. C'est une machine électrostatique inventée en 1882 par l'anglais James Wimshurst. Cette machine fut historiquement utilisée pour illustrer de nombreux phénomènes d'électricité statique ou la production d'ozone. Donc quand vous mettez des arcs électriques, bien sûr dans l'air, il y a production d'ozone, et c'est ce qui se passe ici. Elle est encore utilisée dans de nombreuses écoles. La machine de Wimshurst a une apparence caractéristique. Elle est constituée de deux grands disques isolants disposés. Vous voyez, la machine de Wimshurst, elle est à droite. Vous voyez la photo avec deux bobines. Deux bobines. Donc après je vais vous la dessiner. Donc pour l'instant vous la voyez de face. Vous la voyez de face comme ceci, la machine de Wimshurst. Mais ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la regarder comme ceci. Je vais la regarder, l'observer. Bon, les deux bobines sont ici. Hein. Vous avez les deux bobines là. Je vais l'observer comme ceci. Voilà. Si je l'observe comme ceci, ben, vous allez voir que il y a une manivelle ici, quelque part il y a une manivelle. Faut la tourner. Hein. Voilà, il y a une manivelle. Vous devez tourner la manivelle. Bon. Vous aurez compris que la manivelle c'est pour produire des charges. C'est pour produire des charges. Alors il y a un éclateur dessus. Vous allez voir qu'il y a un éclateur. Pour les étincelles, et tralala, tralala, bon, elle sert à beaucoup de choses. Mais moi, ici, c'est juste pour mettre en évidence le champ électrique. C'est pour vous mettre en évidence le champ électrique. Alors, je vais mettre une manivelle. Ici, comme ceci. Voilà, avec deux bobines. Une bobine B1 ici. Bobine au condensateur, hein, c'est des condensateurs, des bobines. Voilà. Et une bobine, un condensateur ici. Voilà. Alors bien sûr ici je vais mettre accroché du sureau préalablement chargé. Donc je vais mettre du sureau préalablement chargé. Donc quand il n'est pas chargé, il n'y a pas de charge. Et puis on va le charger par contact par exemple. Par contact. Alors je vous rappelle que par contact, vous allez ramener... Comment ça se passe par contact? Voilà, vous avez... Voilà, ici on a le socle qui maintient un fil de nylon par exemple. Par exemple, hein, c'est pour le maintenir. Hein. Je maintiens comme ceci. Voilà, il est suspendu à un plafond par exemple. Je mets un fil de nylon et je mets la boule de sureau. Bon, maintenant, j'aurais pu mettre une potence. Hein. Voilà, ici, j'accroche le fil de nylon. Et là, je mets la boule de sureau. Bon, j'aurais pu faire un système à potence. Bon, bah ici, c'est suspendu à un plafond. Alors, vous allez ramener un bâton. Approcher un bâton chargé, soit plus, soit moins. Et quand vous allez les rapprocher, eh bien, celui-ci, tout d'abord, il va se mettre en contact. Puis il va prendre les charges. Par exemple, si je mets du moins ici, ben, la boule de sureau va prendre du moins. Et puis il va se répulser. Pourquoi? Parce que ce sera moins moins. Il va revenir à sa position initiale. Voilà. Et puis, on dira que la boule de sureau possède du négatif. Alors,
ici, je peux électriser la boule de Suro en négatif, par exemple. Dans ma machine de Wimshurst, je peux mettre, pour faire apparaître, bon, bien sûr, la force électrostatique, il faut deux charges. Deux charges, hein. Je vous ai dit que pour révéler, il faut deux charges. Voilà, Q, grand Q, petit q. Voilà, donc ici, je crée un champ électrostatique constant. Alors tout d'abord, ici, je vais venir frotter pour avoir, du moins, je vais frotter, par exemple, enfin, venir mettre en contact pour avoir du moins sur la boule de Suro. Voilà, donc il est préalablement électrisé. Il est préalablement électrisé. Bien sûr, je vais mettre de l'électricité négative, par exemple, avec bâton d'ébonite. Je vais l'approcher avec du bâton d'ébonite, la boule de Suro, pour le charger, électriser négativement. Une fois qu'il est négatif, à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va tourner la manivelle. Les deux volants vont tourner, hein, parce qu'il y a deux volants. Hein. Il y a un volant ici, un volant 1 et un volant 2. Ils vont tourner, ils vont créer des charges électrostatiques. Ici, on va créer voilà, des charges électrostatiques, par exemple, négatives, à partir de la bobine, ici B1. Et là, on va tourner, on va créer des charges électrostatiques plus. Et dès le moment où vous mettez du plus et du moins, bien sûr, vous aurez compris que le moins ici de la boule de Suro va être répulsé. Voilà. Il va être répulsé. Et donc, la boule de Suro là, va s'écarter. Alors, c'est un corps léger. La boule de Suro, c'est un corps léger pour pouvoir se déplacer. Hein. Il va se déplacer. Alors, il est repoussé vers la droite. Et quand il va aller vers la droite, encore mieux, comme il est négatif, il est attiré par le plus. Donc il est repoussé par le négatif à gauche et il est attiré par le positif à droite. Donc on va se retrouver ici au point M avec une force électrostatique Fe. Au point M, on aura une force électrostatique Fe. Voilà, ce que je disais, donc on va avoir un champ électrostatique. Alors, quelle est l'analogie qu'on va faire avec ceci? Où est la charge petit q et grand Q? Eh bien, dans ce cas-ci, la charge petit q, ben, elle est là, au point M. La charge petit q est M. Alors, rappelez-vous que j'ai fait une dichotomie. Hein. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus grand Q. Hein. Je m'en fous du grand Q. Ce qui va m'intéresser, c'est le champ électrostatique. Parce que je vous explique le champ électrostatique. Alors, le champ est peut-être... On a différents types de champs. Alors, ici, je veux parler par exemple d'un champ constant. Si vous avez un champ constant, qu'est-ce que c'est qu'un champ constant? Ben, je vous rappelle que un champ, c'est un vecteur. C'est un vecteur. C'est simplement un vecteur E. Alors ce champ, si c'est un vecteur, s'il est constant, ben, tous les vecteurs sont de même norme et de même direction et de même, on va dire, sens. Donc j'aurai E1 égale E2 égale E3 égale E4 et ainsi de suite. Tous les vecteurs champs sont identiques. Alors, je rappelle qu'un vecteur champ est tangent aux lignes de champ. Donc si vous avez un vecteur champ qui est uniforme, constant, si E est constant, on a tous des vecteurs qui sont égaux en intensité en tout point de là où le champ est constant. C'est-à-dire si vous allez vous mettre au point là A, ben, le champ est constant, il vaut E. Donc on aura le champ constant E égale E1.
en B. Si vous êtes en A, ben, E égale E2. Il est le même partout. Et ainsi de suite. On aura E3, etc., etc. 3 petits points. Donc en tout point, si le champ est constant, en tout point, ben, je veux dire, le vecteur champ est uniforme. Il est le même. Il a la même intensité, même direction, même sens. Mais les lignes de champ, là, elles sont presque parallèles. Je ne veux pas dire quasi parallèles, mais voilà, il y a des imperfections. Hein. Voilà, on aura des lignes parallèles. Ce qui veut dire que si vous mettez, par exemple, un condensateur plan, comme ceci, à champ constant, on a du plus et du moins. Voilà, vous avez du plus et du moins. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez avoir des lignes de champ, en tout cas à l'intérieur, presque constantes. Voilà, ici, ils sont presque parallèles. Les lignes de champ seront presque parallèles, sauf à certains endroits. Bon, parce qu'après, on a voilà, des écartements. Voilà, mais ici, à l'intérieur, moi je parle de l'intérieur, pas de l'extérieur, ben, vous allez avoir des lignes de champ qui sont presque parallèles. Parce que un vecteur champ, le vecteur champ électrostatique est tangent aux lignes de champ. Hein, en tout point. Des lignes de champ, il est tangent. Voilà, par exemple, si j'ai un champ qui n'est pas constant, enfin un champ, supposons que j'ai une ligne de champ comme ceci, eh bien, le vecteur champ électrostatique, il aura des directions différentes. Voilà. Il aura des directions différentes par rapport aux lignes de champ. Bon, mais ça, on n'a pas à faire un champ constant ici. Hein. Ici, moi, je vous parle d'un champ constant. Voilà, j'ai affaire à un champ constant. Et donc ici, si je prends la machine de Wimshurst, là, j'ai un champ constant. Donc, ces charges-là et ces charges-là font en sorte que j'aurai un champ électrique constant, en tout point. En tout point, on aura un champ. Et donc, ça va révéler, la force électrostatique va être révélée grâce à ce champ et cette charge Q. Donc, ce que je peux dire, comme j'ai un champ constant, alors vous voyez qu'ici, je ne parle plus que de FE, Q et le champ. Vous voyez que j'ai banni la notion de grand Q. Bien sûr, le champ, j'ai dû le créer. Hein. On a dû le créer grâce à la manivelle là. Après, je vais vous montrer le système de Wimshurst, en gros, comment ça se passe. Voilà. Ce qui veut dire que c'est en tout point, quel que soit le point que vous allez prendre, en tout point, ça va révéler une force électrostatique. Ça va révéler, le champ étant constant, en tout point, on aura. Si je mets une autre charge, le champ étant constant. Alors, si je mets une autre charge Q1, ben, j'aurai une autre force F1. Si je mets une autre charge Q2, ben, j'aurai dans ce champ une force Fe2. Si je mets une autre charge Q3, si je remplace bien sûr au point M, hein, si je remplace au point M, parce que je vais le faire au même point, je ne suis pas obligé de le faire à d'autres points, voilà, c'est au point M, tout va se passer au point M. Voilà, tout va se passer ici au point M. Si je change Q et je mets Q1, voilà, vous allez avoir une force Fe1. Si on met une charge Q1 au point M, donc j'ai bien dit au point M, parce que c'est une action locale. Hein. C'est une action locale. Donc maintenant, je ne regarde plus de la notion de distance comme ça se faisait auparavant. Voilà, donc grâce au champ électrostatique, cette notion de... on évite cette notion de difficulté soulevée par les notions d'action à distance. Donc, connaissant, si vous voulez, le champ en un point arbitraire, ici il est constant, donc on connaît le champ, il est partout le même au sein de, voilà, de la machine de Wimshurst, voilà, il est constant.
ben, on est en mesure de calculer la force qui s'exerce sur une charge quelconque en ce point. Donc, j'écrirai par exemple E sur Q1, c'est F1. E sur Q2, c'est F2. On sait calculer la force. E sur Q3, c'est F3, et ainsi de suite. Bon, et là, bien sûr, voilà, si le champ est constant, on peut le trouver calculé en tout point. Bah ici, moi, ici, je le calcule au point M. F3, en changeant tout simplement la charge. Voilà, F3, etc. Bon, maintenant, voyons voir la Wimshurst, la machine de Wimshurst. C'est une machine électrostatique inventée en 1882 par l'anglais James Wimshurst. Cette machine fut historiquement utilisée pour illustrer de nombreux phénomènes d'électricité statique, où la production d'ozone, je vous dis, bon, ça éclate l'air par des arcs électriques, donc c'est normal qu'on a de l'ozone. La machine de Wimshurst a une apparence caractéristique, elle constitue de deux grands disques isolants, disposés côte à côte. Voilà, donc ici c'est une pratique de création de charge par influence. Voilà, parce qu'il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact, du moins en intérieur ici. Hein. L'influence intérieure, quand je vous parle de l'influence, je ne vous parle pas des bobines. Hein. Je vais chercher le dessin. Là. Ici, ça c'est une création par influence. Vous voyez que c'est une distance. Hein. Tout est distancé, il n'y a pas de contact ici. Hein. Tout se fait par influence. Maintenant, je ne dis pas que au niveau des condensateurs, à l'intérieur, il y ait du contact. Hein. Voilà. Donc la machine de Wimshurst a une apparence caractéristique, elle est constituée de deux grands disques isolants disposés côte à côte dans un même plan. Bon, les deux disques, vous aurez compris que c'est ce que j'ai dessiné ici. Voilà, c'est ce que j'ai appelé des plateaux. Bon, j'ai des plateaux, mais les deux disques, ils sont là. Hein. C'est ça. Voilà, une certaine vue, ça c'est quand on regarde de vue de face, on voit un disque. Mais si on voit voilà, entre les deux disques, ben on voit deux plateaux ou deux disques. Voilà, ça dépend de la vue qu'on perçoit. La manivelle d'ailleurs, la manivelle est ici. Hein. Ça c'est la manivelle. On doit la tourner bien sûr pour créer ces charges. Ces disques se mettent à tourner lorsque la machine est actionnée par la manivelle bien sûr. Ces disques se mettent à tourner en sens opposé. Vous voyez qu'ils tournent l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Les secteurs métalliques viennent alors frotter. Vous voyez, ça c'est de l'intérieur, c'est le frottement. Hein. C'est à l'intérieur. Voilà. Secteurs métalliques viennent alors frotter contre les balais métalliques reliés à des bouteilles de charge. Voilà. Ça ce sont des bouteilles de charge. Ouais, tout à l'heure j'appelais bobines, mais c'est pas des bobines, c'est des bouteilles de charge. Je m'excuse, c'est pas des bobines. Hein. Ça, ce sont des bouteilles de charge. Bouteilles de charge. Bouteille 1 et bouteille. Je sais pas pourquoi j'ai dit bobine, mais c'est des bouteilles de charge. Voilà, pour moi, c'est des bouteilles de charge, c'est pas des bobines. Je sais pas pourquoi j'ai dit bobine. Voilà, bouteilles de charge ou à des condensateurs. Voilà, ça je vous l'ai dit que c'était des condensateurs ou des bobines, mais c'était pas des bobines, mais des bouteilles de charge. Ces bouteilles de charge sont elles-mêmes reliées à un éclateur. Je vous ai dit qu'il y a un éclateur constitué de deux sphères métalliques proches entre lesquelles un arc électrique se crée lorsque la différence de potentiel entre les deux sphères est suffisante. Le principe de fonctionnement, la machine de Wimshurst c'est une machine électrostatique dite à influence. Je vous l'ai dit que c'était une influence, hein, ou induction, induction, mutualisation, influence ou induction. Donc c'est pas du frottement. Oui, le mécanisme interne il est par frottement. Hein. Le mécanisme interne, voilà, le frottement. Là, le frottement il est là, c'est le mécanisme interne. Voilà, mais à l'intérieur des deux disques, c'est par influence. Voilà, les secteurs métalliques présentent initialement de très faibles charges résiduelles. Lors de la rotation des plateaux, le déplacement relatif des secteurs. Voilà, vous voyez qu'au départ il y a des charges résiduelles. Hein. Voilà. Et quand on tourne, les plateaux, le déplacement relatif des secteurs, bien sûr, des plateaux l'un par rapport à l'autre, ils vont tourner en sens opposé.
Donc amplifie cette différence de charge par influence électrostatique. Donc on a plus de charge par rapport aux charges résiduelles de départ. Les charges des secteurs sont collectées par le balai. Alors on collecte voilà, les charges collectées par les balais métalliques contre lesquels ils viennent frotter et accumuler dans les condensateurs. Lorsque la tension entre la surface des deux sphères métalliques devient suffisante pour ioniser l'air les séparant, un arc électrique est créé. Bon, ici, le but de la manœuvre, c'est pas de vous montrer qu'il y a un potentiel et que, voilà, qu'on va créer un arc. C'est pas ça. C'est juste pour vous montrer que l'existence d'un l'existence d'une force électrique en présence d'un champ électrique. Dès le moment où vous mettez une charge petit q en présence bien sûr d'un champ électrique, vous aurez la présence d'une force électrique. Alors maintenant, je peux définir le champ électrique. Maintenant que je vous ai expliqué ceci, je peux vous dire que bon, le vecteur champ électrique en un point, parce que c'est voilà, une grandeur locale, représente la force qui s'exerce sur l'unité de charge supposée placée en ce point. En d'autres termes, FE, c'est égal à FE sur Q, c'est le champ. Le champ, c'est FE sur Q. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous avez 200 newtons, alors, la charge, Q, c'est en coulomb. Hein. Voilà, c'est en coulomb. Et bon, son nom vient du physicien français qui est Charles Auguste Coulomb, de Coulomb, qui a développé environ au XVIIIe siècle une partie des lois fondamentales de l'électrostatique. Mais je vais vous montrer dans un instant. Mais le Coulomb, c'est quoi? Ben, c'est, si vous voulez, on a Q est égal à I fois T, le courant fois le temps est égal à la charge électrostatique. Et si je définis, bien sûr, T c'est en secondes, hein. C'est le temps en secondes, ça c'est le courant en ampères, et les coulombs c'est des ampères fois des secondes. Donc un coulomb, c'est un ampère fois des secondes. Mais le coulomb, le problème c'est une grosse unité, une grande unité. Hein. Généralement on exprime en micro-coulomb ou en nano-coulomb les charges, parce que le coulomb c'est immense. Voilà, c'est immense. Alors, qu'est-ce que c'est que le champ? Ben, comme je vous ai dit, c'est le vecteur champ électrique en un point, parce que c'est une grandeur locale, représente donc la force qui s'exerce sur l'unité de charge. Par exemple, si j'ai 20 newtons, 20 microcoulombs ici, bien, le champ, qu'est-ce que c'est? Ben, au point donné, le champ en M, en un point M. Voilà, je vais mettre le champ en un point M. Parce que c'est une action locale, hein. Bon, donc il faut que je mette un point, ou le champ en un point donné que je vais appeler A, ou X. Voilà, je préfère X, en un point X. Le champ en un point X, bon, ça va être quoi? Ça veut dire que vous avez 20 divisé par 200 divisé par 20, ça fait 10 newtons par microcoulomb. Ce qui veut dire que vous avez... bon, je vous ai dit que c'est une très grande unité, le coulomb. Hein. Alors, 10 microcoulombs, c'est 10 exposant moins 6. Donc, quand il va remonter là-bas, ça va faire 10 exposant 6. C'est 10 fois 10 exposant 6 newtons par coulomb. C'est immense. Hein. C'est immense. Alors, si je devais mettre en coulomb, voilà ce que ça donne. Là, je me réfère à l'unité de charge, à 1 coulomb. C'est le nombre de newtons pour 1 coulomb. Donc, le champ électrique va donner, si vous voulez, cette force électrostatique si on avait mis 1 coulomb. Si on avait mis 1 coulomb. Donc, le champ électrostatique me donne, bien sûr, au point X, parce que c'est une action locale, je ne cesserai de le répéter, c'est une action locale,
donc le vecteur champ électrique en un point donné X représente donc la force qui s'exerce sur l'unité de charge, qui est de 1 coulomb bien sûr, supposée placée, le coulomb, elle est supposée placée en ce point X. Mais bien sûr, il n'y a pas un coulomb. Hein. Ici, on a mis 20 microcoulombs. C'est pour vous dire, par coulomb, combien on aurait de force par coulomb. Donc on parle ici en termes d'unité de charge. Alors, je reviens sur la machine de Wim-Schurst. Les charges des secteurs sont collectées des balais métalliques contre lesquels ils viennent frotter, accumuler dans les combats. Oui, ça, je vous ai dit. Donc ici, je ne m'intéresse pas au potentiel. C'est ça que je veux dire. Je ne m'intéresse pas au potentiel. Je m'intéresse juste pour voir le phénomène qui va avoir lieu au niveau du champ électrostatique. Enfin, c'est même pas le phénomène, ça va créer une force. On aura une force de créer. Voilà. Et là, on a une action locale. Le E. Ici, on ne voit plus rien. Je vais effacer un petit peu des choses parce que la force, je n'arrive pas à l'écrire. Voilà. On aura une force. Et là, le système, bien sûr, je ne considère plus que le système que voici. Au point M. Au point M, je vous rappelle que c'est point, ici c'est le point M. On a isolé le système et là, on ne prend plus en compte, vous voyez, des notions de distance. Hein. À aucun moment, j'ai travaillé avec une notion de distance. Alors que contrairement ici, il y a une notion de distance, parce que les distances, on ne les connaît pas toujours, on s'en fout. Ici, justement, on bannit cette notion de distance pour avoir une action locale et essayer d'interpréter, je veux dire, au mieux, je veux dire, cette notion de force en rapport avec un champ existant et une charge existante. Et donc ce champ va donner en tout point, mais ici c'est un champ constant ici, hein, je vous le dis tout de suite. Le champ n'est pas toujours constant. Le champ n'est pas toujours constant. Ici j'ai pris un exemple de champ constant. Voilà. Et donc ça vous donne la force par unité de charge. Alors pour avoir ça, bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû ramener, par exemple, vous voyez on a dû ramener une charge grand Q. Parce que le petit Q tout seul, ça ne suffit pas. Il faut, pour révéler le champ électrique, il faut au minimum de charge. Bon, alors ceci étant dit, je vous ai montré la machine de Wim-Schurst, et là, j'ai pas besoin de potentiel, ni des éclateurs, ni de faire remarquer qu'il y a un potentiel qui va créer des arcs électriques, que cet arc électrique va venir voilà, créer des réactions chimiques avec l'air et créer de l'ozone. Je m'en fous de tout ça. Voilà, je m'en fous. Alors, bon, maintenant, dans les éclairs, là, ce qui se passe dans l'air avec les éclairs, on a création d'ozone grâce aux éclairs. Hein. La zone, bon, voilà, on a la création d'ozone grâce aux éclairs. Donc, c'est un phénomène qui existe dans la nature, tout ça. Alors, attends, je vous ai dit que j'allais parler de Charles-Auguste Coulomb. Alors, attention parce que là, ça devient important dans ce que il ne faut pas relâcher, voilà, les, votre attention parce que le plus important va arriver maintenant. Alors, Augustin Coulomb, moi je pensais qu'il s'appelait Auguste, mais en fait c'est Augustin. Augustin, je pensais que c'était Charles-Auguste, mais enfin c'est Charles-Augustin Coulomb, né le 14 juin 1736 à Angoulême et mort le 23 août à Paris, est un officier ingénieur et physicien français. Il est passé à la postérité pour la formulation précise des lois du frottement solide et pour l'invention du pendule de torsion, dynamomètre de précision qui lui permet de formuler la loi d'attraction entre solides électrisés. Bon, la loi d'attraction entre solides électrisés, bon, c'est une loi qui ressemble à la gravitation, hein, une loi de la gravitation. Donc quand il est en train de parler, là, on a l'impression qu'il a juste mis à la place de mettre des masses M1, M2,
en présence. Bien sûr, là, il y a une séparation entre les deux masses d'une distance r. Bien sûr, ici, on a une constante qui est la constante de Cavendish. Vous savez, là, voilà, ce qu'on appelle la force de gravitation. La force de gravitation entre, voilà, entre deux masses. La force d'attraction, c'est une force d'attraction. Voilà, c'est une force d'attraction entre les deux masses. Et on a l'impression qu'il est en train de parler de ça, d'autant plus que c'est vraiment presque la même chose. Bon, vous avez une masse M1, là une masse M2. Bon, là on a la ligne d'action. Voilà, alors ici bien, il y a une attraction, hein, parce que les corps s'attirent. Donc ici ce sont des forces d'attraction. Parce que les forces de gravitation, c'est des forces d'attraction. Mais les forces électriques, là c'est autre chose. Pour les forces électrostatiques. Et Coulomb a fait un peu la même chose, K', mais il a mis des charges à la place de mettre de. Voilà, il a mis des charges. Il a vu que c'était, bon, par ses calculs, il a vu que, bien sûr, son appareillage, vous allez voir c'est quoi. Alors, vous voyez que l'invention du dynamomètre de précision, qui lui permet de, grâce à son appareillage, le dynamomètre de précision, qui lui permet de formuler la loi d'attraction entre solides électrisés. Bon, attraction ou répulsion, bien sûr, hein, parce que ici, il parle d'attraction. À mon avis, il a fait référence, bon, aux masses, pour la force de gravitation qui, elles, sont purement attractives. Alors là, à mon avis, comme il a fait une copie, il s'est dit, bon, c'est une loi d'attraction, mais en fait, c'est une loi d'attraction-répulsion entre solides et électrisés. Bon, maintenant, on ne peut ne pas avoir forcément d'attraction de répulsion. Tout dépend comment on place ces charges. S'il y a plusieurs charges, là, on peut avoir... ça dépend comment on les place. On peut avoir une force nulle. On n'est pas obligé d'avoir... ça dépend. Il y a des systèmes qui font que les forces sont nulles. Alors, Charles-Augustin Coulomb, ou Charles-Augustin de Coulomb, est le fils d'Henri Coulomb, inspecteur des domaines royaux originaire de Montpellier, ça on s'en fout. Tout ça on s'en fout. Ce qui va m'intéresser, c'est son œuvre. Alors, ingénieur de formation, il est surtout physicien. Il publie 7 traités sur l'électricité et le magnétisme, et d'autres sur le phénomène de torsion, les frottements solides, etc. Expérimentateur très rigoureux, pratiquement toutes ses recherches expérimentales ont été sanctionnées favorablement et intégrées sans grande modification à la physique classique et à l'ingénierie mécanique, loi du frottement, poussée des terres sur les murs de soutènement, roideur des câbles, stabilité des voûtes, etc. Ces recherches sur le travail mécanique humain et animal préfigurent des études de Gaspard de Prony, au-delà prépare le taylorisme. Son mémoire sur le service des officiers du corps de génie 1776 a été mis à profit sur le compte de Saint-Germain pour réorganiser cette arme à la fin des années 1780. Coulomb est toutefois surtout connu pour les expériences historiques qu'il a réalisées à l'aide d'une balance de torsion appelée balance de Coulomb, pour déterminer la force qui s'exerce entre deux charges électriques. Loi portant son nom, loi de Coulomb. Alors, cette loi de Coulomb, ben, tout d'abord, elle est basée sur ce qu'on appelle un champ, le champ coulombien. Ce que je suis en train de voir, c'est le champ coulombien. C'est un champ électrique, généralement statique. Ce terme est souvent appliqué en physique nucléaire pour décrire le champ électrique produit par les noyaux au sein de l'atome. Bon, et notamment dans les quarks. Dans les quarks, quand vous avez voilà, trois charges mises en triangle, vous avez voilà, des interactions voilà, de type champ coulombien. Alors, qu'est-ce qu'il a constaté, Coulomb? Il a constaté que, expérimentalement, que des charges assimilables à des charges ponctuelles créaient des forces électrostatiques. Inversement, euh, inversement proportionnelles au carré de leur distance. Et ces forces s'exercent suivant la droite d'action qui relie ces charges. Bon, un petit peu comme la gravitation. Alors maintenant, quand vous avez deux charges, comme j'ai fait ici, là on a affaire à deux charges, une force coulombienne. C'est deux charges ponctuelles. On peut considérer des forces. Ouais, si c'est pas deux charges ponctuelles à gauche, hein, mais bon, si je considère que j'ai deux charges ponctuelles, j'ai un champ coulombien. Là, il y aurait un champ coulombien. Alors comment est-ce qu'il a fait?
Regardez bien. Bon, tout d'abord ici, en physique, le champ électrique est le champ vectoriel. Ça, vous savez bien que c'est un vecteur créé par des particules électriquement chargées. Voilà. Bon, il y en a une qui est témoin et l'autre qui ne sert pas, hein. Enfin, elle ne sert pas. Elle doit être là obligatoirement, mais elle ne sert pas. Je vous ai dit que bon, si j'ai isolé le système, c'est justement pour ne plus tenir compte du grand Q, hein. Pourtant, le grand Q doit être là. Il est obligé d'être là. Il est obligé d'être là pour révéler que voilà le champ électrique au point M. Il y a grand Q, petit Q. Ouais, grand Q, bien sûr, on n'y regarde plus. On ne fait plus abstraction, voilà, de sa présence, mais il est toujours présent, hein. Il est présent, il faut qu'il soit présent. Mais en isolant le système, on fait en sorte que bon, on ne s'en occupe plus, on va dire ça comme ça. Comme ça, on n'a plus d'action à distance, on n'a plus qu'une action locale pour le champ. Alors ici, donc, je vous disais, plus précisément, des particules chargées modifient les propriétés locales. C'est normal, parce que si vous changez de charge dans le champ, je vous ai dit que si vous changez de charge, par exemple, si vous avez un champ constant, vous changez de charge dans ce champ, ben, vous changez la force électrostatique. Donc c'est normal que vous modifiez la nature vous changez la nature, voilà, en changeant la charge, vous changez la nature, voilà, de la force électrique. Donc si notre charge se trouve dans ce champ, elle subira l'action de la force électrique exercée à distance par la particule. Donc ce sont des actions à distance, de deux charges par exemple, ponctuelles. Le champ électrique est en quelque sorte le médiateur de cette action à distance. Donc il joue le rôle d'intermédiaire entre voilà, la force électrique et le charge et la charge, par l'intermédiaire de la formule que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est-à-dire que le champ électrique est égal à la force sur la charge. De façon plus détaillée, dans un référentiel galiléen donné, une charge Q donnée de vitesse V. Oui, ici je suppose que la vitesse est nulle, hein. Si la vitesse est nulle, ben, vous avez... Oui, parce qu'ici il y a une composante électromagnétique, hein. Bon, vous voyez que B c'est le vecteur d'induction magnétique. Voilà, ça c'est quand vous avez la totalité de l'équation, c'est ça. En vérité, la totalité de l'équation, c'est ça. Mais en électrostatique, bon, on considère que le problème, on a des charges au repos, et donc, fatalement, la vitesse est nulle. Donc c'est normal, parce que si la vitesse est nulle, V fois B, ça fait 0. Et il va rester F est égal à QE. Mais en vérité, c'est vrai que si vous avez une composante magnétique, il faut tenir compte de la composante magnétique. Et donc là, ici, dans la formule qui est donnée, F est égal à QE plus V fois B, eh bien, là, on a une composante électrostatique et une composante magnétique, hein. Donc on a vraiment une force électromagnétique ici, hein. Ça, c'est vraiment une force électromagnétique. Bon, maintenant, si la V égale 0, on n'a plus qu'une force électrostatique. F égale Q. C'est le cas en électrostatique pure, ben, on a F égale Q. Bon, expression dans laquelle E est le champ électrique qui décrit donc la partie de la force de Lorentz indépendante de la vitesse de la charge et B, induction du champ magnétique, qui décrit donc la partie de la force exercée sur la charge qui dépend du déplacement de celle-ci dans les référentiels d'études. Bon, je vous ai dit qu'il n'y a pas de vitesse ici, il n'y a pas de champ magnétique. Voilà, voilà. Il n'y a qu'une du champ électrostatique dans mes explications. Il convient de souligner que le champ électrique et magnétique dépendent du référentiel d'études, ça on sait bien. Bon, le référentiel électrique peut être défini comme le vecteur traduisant l'action à distance subie par une charge électrique fixe dans un référentiel donné de la part de toutes les autres charges, que celle-ci soit fixe ou mobile. Ce vecteur est porté par une ligne appelée ligne de champ. Donc ce vecteur champ électrostatique, tout comme les lignes d'induction, hein, elles sont portées par des lignes de champ. Là ici, ce sont des lignes de champ électrostatiques, alors que en magnétisme, ce sont des lignes de champ d'induction magnétique. Alors le vecteur E ici est tangent en tout point aux lignes de champ, et le vecteur B est tangent en tout point aux lignes de champ. Alors, et son sens est dirigé vers les potentiels décroissants, ça je vais vous montrer après. Potentiel décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Vous allez voir après. Par exemple, si le champ est créé par une charge positive et une charge négative, le sens du vecteur champ électrique est dirigé vers la charge négative. Vous allez voir ça, après ça, ce qu'on appelle, elle est là, centripète. Elle va vers le centre. Vous allez voir après, ça, je vais expliquer ça après. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est pas tout ça, c'est juste l'expérience de Coulomb. Voilà, première approche de la loi de Coulomb. Alors comment est-ce qu'il a fait son expérience? La voici. C'est en utilisant un dispositif balance de Coulomb et figure seconde comprenant un fil de torsion en argent sur lequel étaient fixés des matériaux chargés que le physicien français Coulomb a établi en 1785 que le champ doit varier
comme le carré inverse de la distance entre les charges a une précision de 0,02 sur l'exposant. La loi d'attraction entre deux charges ponctuelles Q1 et Q2 fixe dans le référentiel d'étude est située à une distance R l'une de l'autre. La force est dirigée selon la droite reliant les deux charges. Elle est attractive si les charges sont de signe opposé et sinon elle est répulsive. Son intensité est proportionnelle en valeur de Q1 et Q2 et varie en raison de l'inverse du carré. Et là, vous avez la force de Coulomb. Voilà, Q1 fois Q2. Et là, on a 1 sur 4 pi epsilon de 0, voilà, qui est le facteur K que je vous montrais tout à l'heure. Voilà. Vous voyez ici, cette force-là, elle est là. Ouais, ici, je ne l'ai pas mis. Ouais. C'est la force de Coulomb, elle est là, hein, avec le facteur K, qui vaut 1 sur 4 pi epsilon de 0. Et alors, là, on isole le problème. Vous voyez qu'il isole le problème. Q2 est égal à une grosse partie qui est 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 sur R2 carré. On se contente plus de Q1, on s'en fout de Q1 cette fois-ci. On regarde que le point Q2, enfin la charge Q2 en un point donné, il est situé en un point donné, cette charge Q2. Et là, on n'a plus que Q2 fois E. Donc on n'a plus cette... voilà. Et le champ, c'est quoi? On n'est rien d'autre que 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 sur R carré, bien sûr, fois le vecteur unitaire ER. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est ça le champ. Donc, on a isolé le problème. Donc, maintenant, on se soucie, on a une grandeur localisée. On a un concept localisé plutôt qu'un concept tenant compte des distances. La distance n'est plus prise en compte ici. Hein. Alors, on se contente juste de... On a isolé le système. Pour avoir ceci, on a dû isoler le système comme je l'ai montré. Alors, bon... comment généraliser ça? Ben, ça a été fait par les équations de Maxwell. Les 4 équations de Maxwell se découpent en deux paires d'équations indépendantes. Les voici, rotationnelle de E égale 0 et divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Donc on a l'une relative au champ magnétostatique et l'autre champ qui est électrostatique. Donc il est donné par des rotationnels et des divergences suivant qu'il est si on a affaire au champ magnétostatique ou électrostatique. Voilà, donc Maxwell en prend en compte par des équations vectorielles avec des dérivés ou dérivés partiels. Voilà. Alors maintenant, je vais montrer un petit peu ceci. Ce qu'il disait tout à l'heure avec les charges. Alors pour ça, il faut que je prenne deux cas de figure. Je prends deux cas de figure. Alors pour ça, on va révéler quelque chose. Je vais avoir deux cas. K1 et K2. Je vais révéler les lignes de champ. Alors il vous disait tout à l'heure que soit c'était centripète, ça allait être dans des potentiels décroissants, rappelez-vous, concernant les lignes de champ. Eh bien, c'est ce que je vais voir ici. Alors, le premier cas, je vais considérer un cas de figure où on a deux charges positives. Alors, par exemple, je prends au point Q, au point O, on a une charge positive. Au point M, je vais mettre une charge aussi qui est positive. De telle manière, suivant la loi de Coulomb, on a la force qui va agir suivant la ligne reliant les deux points. C'est la droite d'action. Hein. Et alors ici, comme on a plus, ici, la force ici, elle est répulsive. Bon, elle est répulsive dans les deux sens. Hein. Bon, elle est répulsive comme ceci. Je vous ai dit que l'action égale la réaction. Mais ici, moi, le système, je prends ça comme système. C'est le point M. Je vous ai dit que j'isole ici. Voilà, je vais isoler
Alors si j'isole le système ici, bon, j'ai le point M, voilà, et on va avoir une force répulsive, que je vais appeler FE. Alors, je vous rappelle la formule, E est égal à FE sur Q. Alors, ici, le E, ici, la force qui s'exerce sur la charge grand Q, comme on a deux charges de signes de même signe, plus et plus, ouais, j'aurais pu mettre moins et moins, hein. Bon, que je le fasse avec moins et moins, ou plus et plus, c'est tous les deux répulsifs. Et je prends le système qui est la charge Q au point M. Alors, le champ est dirigé vers la force électrostatique est dirigée de haut vers M. Voilà, ça c'est pour la force électrostatique. Maintenant, sachant que, bien sûr, ici je me suis trompé parce que c'est pas petit q, mais grand Q, mais je voulais mettre la formule, c'est juste ça. Maintenant, je vais réadapter par rapport au grand Q. Bon, Q ici étant positif, donc si je fais FE sur du positif, ben, on aura le même sens. Donc on aura le champ a le même sens que FE. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, hein, ici, le centre il est là, hein. Le centre est ici. Voilà, on va dire que le champ est centrifuge. On a un champ centrifuge parce qu'il fouille le centre. Il fouille le centre. Donc on a un champ centrifuge. Voilà. Maintenant, prenons un second cas de figure. Je vais mettre toujours le même point, le point O. Un point O. Voilà. Toujours ce fameux point M. On a, cette fois-ci, je vais considérer que Q est toujours positif. Négatif, je m'excuse. Il est négatif. Et que Q est positif. Voilà. Alors, l'interaction des forces va se faire suivant la ligne d'action qui va relier les deux points, OM, où se trouvent les charges ponctuelles. On a deux charges ponctuelles, on a voilà, on a un champ coulombien ici, hein. C'est un champ coulombien. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la force ici, elle est attractive. La force est attractive. Alors bien sûr, le vecteur U, on a un vecteur de base ici, que j'appelle U, comme ceci. Ici, le champ, il est dans le sens que voici. Donc là, il est centripète. On va faire un champ centripète. Alors on va voir ça tout de suite. Donc ici, le champ aura toujours la même direction, même sens, et même direction, je dirais, que la force électrostatique, hein, FE. Alors maintenant, regardez bien. Je vais adapter ça. Bon, ça je vous ai montré, c'était avec le début, je vous avais dit que c'était l'électroscope. Ça c'est l'électroscope, j'en ai plus besoin. J'ai parlé un petit peu de l'électroscope tout à l'heure, j'en ai plus besoin. Je vais parler de Charles-Augustin Coulomb avec son expérience.
Voilà, son expérience, son œuvre. J'en ai plus besoin. Je vous ai dit que c'était bon, un champ coulombien. C'était un champ entre, je veux dire, deux charges ponctuelles, hein, créer un champ coulombien. Voilà, et ça répond à la formule, bien sûr, que je vais montrer tout à l'heure. F est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 fois Q2 sur R carré. Alors maintenant, ce que je vais m'intéresser, c'est à ce que je viens de vous montrer. Ici. Donc, on peut avoir un champ qui est soit de centrifuge, quand on a deux charges de signe contraire, deux charges de même signe, le champ sera centrifuge. Et on aura un champ centripète si, dire, voilà, si les charges sont de nature, on va dire, opposée. Alors maintenant, on va regarder ceci. Donc ici, tout d'abord, il vous parle du champ coulombien ici. Bon, là, de Coulomb avec le champ coulombien. Le champ électrostatique, voilà, qui est la force sur la charge. Alors ici, il y a une petite remarque, la charge Q est fixée au centre O de notre système d'études, elle est considérée comme immobile, et la charge source. Donc celle qui est en O, c'est la charge source. L'autre charge, petit q, est notre charge témoin, et est placée en un point M quelconque. C'est celle qui va faire en sorte que de faire en sorte que voilà, le champ électrostatique existe grâce à deux charges. L'une qui est source, ben, on s'en fout, je vous l'ai dit, parce qu'on isole le système, on ne prend que la charge témoin. Donc, cette charge est soumise à une force électrostatique, bien sûr, avec qui est la force électrostatique Fe. Alors, on peut avoir plusieurs charges. Hein. Bon, ici, je vous en ai mis qu'une seule. Vous en aimez qu'une seule. Voilà. On peut avoir plusieurs charges. Et donc la charge témoin, on peut l'appeler aussi charge d'essai. Charge d'essai, c'est ça que je cherchais. Alors, un champ électrostatique est en newton par coulomb ou en volt par mètre. Et là, c'est ça qui va m'intéresser. Voilà. Ici, le champ, il est centrifuge. Quand vous avez du plus, les centrifuges. Les lignes de champ partent de la charge plus pour s'en éloigner. Donc, si vous avez une charge toute seule qui est plus, il s'éloigne. Si vous avez une charge moins, elle est centripète, ça va vers le centre. Là, elle fouille le centre. Voilà. Bon, ça, quand vous savez ça, donc on a une charge 6 centrifuge. Et là, on a une charge négative qui est centripète. Plus c'est centrifuge, moins c'est centripète. Plus c'est centrifuge, moins c'est centripète. Maintenant, mettons-les tous les deux ensemble. Voilà, regardez ce que ça donne. Plus, moins. Je vais vous le dessiner d'ailleurs ici. Si je mets du plus, c'est centrifuge. Mais maintenant, si je le mets avec du moins c'est... bon, c'était pas comme ça. Hein. Je vais recommencer. Alors, si je mets tout seul, si j'isole tout seul la charge plus, vous aurez compris que c'est centrifuge. Ça fouille de centre. Bon, ça s'il est tout seul. Alors si le moins est tout seul, ça c'est centrifuge, parce qu'il fouille le centre. Le moins, je suis en train de voir les lignes de champ. Hein. Lignes de champ. Alors, si c'est centripète, c'est... Enfin, si c'est une charge négative, c'est centripète. Ça va vers le centre. Bon, maintenant, si il s'avère que je les mets l'une à côté de l'autre, ben là, on va avoir une interaction des deux. Et là, il va fuir comme ceci.
maintenant, si vous mettez du plus plus, comme c'est tous les deux centrifuges, ben, ça va donner ce qui est à droite. Ils vont se repousser en étant tous les deux centrifuges. Hein. Et voilà, et ça donne ceci. Si on met du plus moins, ça donne ce que vous avez à gauche. Donc on va du potentiel du plus grand vers le potentiel le plus petit. Donc du plus vers le moins. Et donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc au niveau des potentiels ici, vous disait que ça allait du plus vers le moins. Je ne sais pas où ce qu'il est, mais enfin, tout à l'heure, ils avaient fait voilà, visualisation du champ électrique entre les armatures. Oui, et pour le condensateur plan, ici, condensateur plan ici, vous allez voir que le champ ici, il est quasiment presque constant. Hein. On a presque des lignes de champ quoi, parallèles, si ce n'est que sur les abords et à l'extérieur, bien sûr. Ouais, dans le condensateur plan, si vous mettez du plus et du moins, bien sûr, là, on va aller du plus vers le moins à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça reste quasiment parallèle parce que c'est presque constant. Alors maintenant, sur tout ça, vous allez mettre un vecteur tangent, qui est le vecteur champ électrostatique. Alors maintenant, si vous le mettez ici, le vecteur champ électrostatique, ben, il sera comme ça. Voilà, parce qu'on va de plus vers le moins, donc il sera comme ça. Et donc si je regarde bien le dessin que je viens de faire, la charge plus vers le moins, oui, là il va aller vers le plus vers le moins. Je vous ai mis oui, ici il y a une petite erreur. Hein. Il y a une petite erreur. Parce qu'il va aller vers le centre. Hein. Donc ici, je dois mettre... Si je la considère positive. J'avais oublié de changer ça tout à l'heure. J'avais oublié de changer ça. Je vous ai dit qu'ici, je gardais le plus. Et je vais mettre le moins. J'ai oublié de le changer. Ici, j'avais dit que j'allais garder plus et moins. Et voilà, là c'est bon. Là c'est bon ici. Voilà. Et donc là, si je fais ça... Bah, là, on voit bien du plus au moins le vecteur champ électrostatique qui va du plus vers le moins. Un vecteur qui va du plus vers le moins. Du plus vers le moins. Je vous remercie.